En Espagne, de nouveau des inondations records. Anomalies thermiques géantes dans l'océan Pacifique. Panne sans précédent de l'upwelling dans le golfe du Panama. Un phénomène extrêmement rare pour ces latitudes s'abat sur l'Alaska. Ce qui se cache derrière toutes ces anomalies naturelles est absolument chez chaque personne sur Terre. À ce sujet, dans l'émission d'aujourd'hui. Espagne. Depuis le 9 octobre, la côte est de l'Espagne est sous la coupe de la première tempête nommée de la saison, Elise. D'abord, elle s'est abattue sur la région de Murcie. Puis, en se déplaçant vers le nord, elle a frappé Valence et la Catalogne et a atteint les îles Baléares. La quantité de précipitations a atteint des maximums historiques. Les pluies torrentielles maximales sont tombées le 11 octobre, lorsque, dans la municipalité de Carcaixent, il est tombé jusqu'à 110 mm de pluie en une heure. Et le 13, sur les îles Colombretes, a été enregistré un record de précipitation, 325 mm. L'eau a inondé les rues, les caves et les premiers étages des bâtiments dans de nombreux endroits habités. Environ 400 personnes ont été évacuées, des centaines d'opérations de sauvetage de personnes ont été menées à partir de voitures et de maisons inondées. L'agriculture a subi de graves dommages. À Valence, plus de 500 hectares de champs de riz ont été inondés. Et à Murcie, en Catalogne, les cultures fruitières et les fermes ont été endommagées, une partie de la récolte a été complètement perdue. L'infrastructure de transport a connu des interruptions massives. Des autoroutes clés ont été fermées, y compris l'autoroute méditerranéenne AP7, et la liaison ferroviaire entre Barcelone et Valence a été interrompue. Le 11 octobre, en raison de l'inondation de la piste d'atterrissage et du terminal, l'aéroport d'Ibiza a été temporairement fermé. Le même jour, à l'aéroport de Palma de Majorque, 19 vols ont été annulés. À la suite des intempéries, 18 personnes ont été touchées, dont une se trouve dans un état grave. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes mortelles. Philippines. Le 10 octobre, au sud des Philippines, 2 puissants séismes se sont produits, qui sont devenus un nouveau test pour le pays, récemment frappé par un événement sismique destructeur de magnitude 6,9 et plusieurs typhons. Le premier choc de magnitude 7,4 s'est produit dans les eaux de l'océan Pacifique, près de la ville de Manay. Les autorités ont déclaré une alerte au tsunami pour les côtes dans un rayon de jusqu'à 300 km de l'épicentre. Dans les zones côtières, des milliers de personnes ont été évacuées vers les hauteurs. Le tremblement a été ressenti dans des dizaines d'endroits habités sur l'île de Mindanao. Dans les rues, les voitures se balançaient fortement et les gens sortaient en panique de leur maison. Des fissures sont apparues dans les murs de plusieurs bâtiments, y compris l'aéroport international de Davao. Dans plusieurs districts, l'électricité a été coupée. Des routes, des ponts et des lignes électriques ont été endommagées. Dans les écoles, une évacuation d'urgence des élèves a été menée et d'un établissement scolaire, 50 enfants ont été transportés à l'hôpital avec des contusions, des évanouissements et des vertiges. Le deuxième séisme, de magnitude 6,8, a suivi environ 10 heures plus tard. L'événement sismique a aggravé les conséquences et causé de nouvelles destructions dans les districts déjà touchés. En presque 2 jours après les 2 séismes, plus de 1100 répliques ont été enregistrées. La catastrophe a fait 8 morts et des centaines de blessés. Mexique. La fin d'une saison des pluies inhabituellement forte a coïncidé avec le passage de 2 tempêtes tropicales le long de la côte ouest du Mexique. En conséquence, depuis le 6 octobre, des pluies records se sont abattues sur le pays. Les rivières sont sorties de leur lit et l'eau a envahi les villes et les villages. Des glissements de terrain et des inondations ont isolé de la civilisation plus de 300 endroits habités dans le centre et l'est du Mexique. L'élément a détruit des maisons. Endommagé environ 1000 km de route, plus de 380 000 personnes sont restées sans lumière ni communication. Dans l'état de Veracruz, localement jusqu'à 540 mm de précipitations sont tombées, ce qui a conduit à une hausse record du niveau de la rivière Casones. À l'aube du 10 octobre, l'eau a déferlé dans la ville de Poza Rica, inondant les rues. Aucun avertissement d'inondation n'a été reçu. Les habitants des zones basses, où l'eau est montée de plus de 4 mètres, ont raconté qu'ils ont entendu le bruit de l'eau approchante quelques minutes avant que l'élément ne s'abatte sur leur maison. Les voitures étaient emportées par des courants impétueux et les gens se soulevaient sur les toits des bâtiments. Malheureusement, beaucoup n'ont pas survécu. Dans tout l'État, des dizaines d'établissements médicaux ont été endommagés. L'eau a détruit tout l'équipement
et le personnel prodiguait des soins aux victimes en plein air. Dans l'état de Puebla, 80 000 personnes ont souffert. De fortes pluies ont endommagé 16 000 bâtiments et fait s'effondrer 7 ponts. Des pluies sans précédent ont provoqué au moins 340 glissements de terrain et coulées de boue dans 4 États. À Querétaro, un garçon de 6 ans est mort à cause de l'effondrement du sol. Dans l'État de Hidalgo, plus de 300 écoles et environ 60 établissements médicaux ont été détruits ou inondés. Dans tout le pays, 64 personnes sont mortes, des dizaines sont portées disparues et les autorités ont averti que les véritables dimensions des destructions et le nombre des victimes, surtout dans les petites villes isolées, restent inconnus. Azerbaïdjan. Le 11 octobre, l'éruption de l'un des volcans de boue les plus célèbres de la planète, Othman Bozdag, situé non loin de la capitale de l'Azerbaïdjan, la ville de Bakou, s'est produite. L'événement a duré environ 40 minutes et a été accompagné d'une puissante éjection de gaz et de masses boueuses. La profondeur de la source de l'éruption était d'environ 4 km. Les témoins ont raconté que d'abord, un jet de flamme a jailli du cratère, suivi d'une épaisse fumée. Selon les estimations des spécialistes, jusqu'à 60 000 m3 de brèches boueuses ont été éjectées dans l'atmosphère. Et en surface, des fissures fraîches et de petits flux de glaise solidifiés sont restés. Il convient de noter que, par avant, les éruptions à Othman Bozdag se produisaient beaucoup plus rarement, avec des intervalles de dizaines d'années. Et au cours des 9 dernières années, il y en a déjà eu 3. Japon. Le 9 octobre, le puissant typhon Alang s'est abattu sur les îles Izu japonaises, provoquant des vents féroces, des précipitations records et des vagues dangereuses. L'île de Hachijo a particulièrement souffert, où la vitesse du vent atteignait presque 55 mètres par seconde, avec des rafales jusqu'à 70, ce qui correspond à un ouragan tropical de 3e catégorie. C'est le premier cas depuis 20 ans où des rafales de vent de plus de 50 mètres par seconde ont été observées ici. Sur l'île, en une journée, des précipitations historiques sont tombées, établissant un record absolu pour toute la période d'observation dans la région. Des centaines de résidents ont été forcés de se réfugier dans des centres d'évacuation. La tempête a endommagé des bâtiments, arraché des toits et abattu des arbres sur toute l'île, bloquant les routes. Une part importante des foyers est restée plusieurs jours sans eau courante en raison de pannes d'électricité et de dommages causés par des glissements de terrain aux sources d'eau clés. Alang a causé des interruptions massives dans la navigation du pays. Après la fermeture du port de Tokyo, un gigantesque paquebot de croisière avec des milliers de passagers à bord a été forcé de rester en mer et a reporté son arrivée de 2 jours. Dans la ville d'Oiso, située sur la côte de l'océan Pacifique, 3 hommes ont été emportés par les vagues pendant la pêche, l'un d'eux est mort. États-Unis. Dans la nuit du 12 octobre, les restes du typhon Alang se sont abattus sur la côte ouest de l'Alaska avec un vent ouragan jusqu'à 170 km/h, un record de masse carrée de tempête, localement de 2 mètres au-dessus de la normale, a couvert le delta de la rivière Kuskokwim et les villages au sud du détroit de Bering. Les communautés côtières des peuples autochtones ont le plus souffert. La nuit, de nombreux résidents se sont retrouvés dans l'eau glacée, s'accrochant à n'importe quels objets pour rester à flot. Au moins 8 maisons ont été arrachées de leurs fondations et emportées par le courant impétueux. Les personnes se trouvant dans ces constructions dérivantes ne pouvaient pas comprendre où leur maison s'était retrouvée et tentaient d'appeler à l'aide. Les travaux de recherche et de sauvetage ont commencé à l'aube quand la tempête s'est calmée. Les gens étaient évacués des toits à l'aide d'hélicoptères. L'élément a endommagé les réseaux d'alimentation électrique et d'égouts sur une vaste territoire. Les routes clés et les aéroports régionaux ont également souffert. L'accès aux villages côtiers dans toute la région n'était possible que par petits avions ou bateaux. Dans la communauté de Quinagarek, une personne est morte, 2 autres sont portés disparus. Ce phénomène météorologique rare montre comment change le caractère des tempêtes arctiques. De plus en plus souvent, les restes des cyclones tropicaux pénètrent dans la région, alimentés par l'énergie des eaux océaniques anormalement chaudes. Ainsi, dans l'océan Pacifique, une puissante et étendue vague de chaleur marine s'est formée, couvrant environ 8000 km du Japon jusqu'à la haute ouest des États-Unis. En octobre, cette zone d'eau chauffée s'est trouvée sur le chemin du typhon Alang, qui perdait de sa force. En conséquence, les restes du typhon ont reçu assez d'énergie pour, se transformant en un puissant cyclone extratropical, atteindre les régions reculées de l'Alaska,
où il a causé des destructions et créé une menace pour la vie des gens. Il convient de noter que selon les données de la NOAA, au cours de la dernière décennie, la partie nord du Pacifique s'est réchauffée au rythme les plus rapides parmi tous les bassins océaniques de la Terre. Anomalie océanique. Une autre vague de chaleur marine dans la partie nord de l'océan Pacifique s'est formée dans les eaux côtières de la Chine et de la Corée du Sud. Dans la première moitié d'octobre, la température de l'eau ici a dépassé la norme de 4,5 degrés. Cela, selon la classification de la NOAA, correspond à la 4e catégorie, c'est-à-dire une vague de chaleur extrême. De telles zones anormales de réchauffement de la surface de l'océan, au cours des 2 dernières décennies, sont observées dans le monde entier. Les recherches montrent que les vagues de chaleur marine deviennent plus fréquentes et plus intenses. Leur fréquence et durée moyenne globale annuelle ont augmenté de 34 et 17% respectivement. Et même dans les eaux froides, des vagues de chaleur marine sont enregistrées. Par exemple, dans l'Arctique, de 2007 à 2021e année, 11 vagues de chaleur ont été enregistrées. L'une d'elles a duré 103 jours, avec une anomalie de plus 4 degrés Celsius. Ces phénomènes dangereux ne sont pratiquement pas prévus à ce jour et ont un impact destructeur sur les écosystèmes. Ils provoquent le blanchissement des coraux, la mort massive des organismes marins, ainsi que des changements dans la composition des espèces locales. Un autre dysfonctionnement dans le fonctionnement annuel ininterrompu de l'océan s'est produit dans le golfe du Panama. Le système d'upwelling saisonnier de cette région, pendant au moins 40 ans, apportait de manière stable des eaux fraîches, riches en nutriments, dont la montée était favorisée par les alizés du Nord. Ce processus se déroulait avec une prédictibilité étonnante. Historiquement, il commençait le 20 janvier, durait 66 jours et atteignait les températures minimales d'environ 19 degrés. En 2025 ans, un dysfonctionnement anormal de l'upwelling saisonnier s'est produit. Les eaux côtières du golfe du Panama ont commencé à se refroidir 42 jours plus tard que d'habitude, et leur température minimale n'est descendue qu'à 23 entiers 3/10 degrés Celsius. En même temps, le nombre de jours froids pour la saison était de 82% inférieur aux indicateurs historiques. La suppression sans précédent de l'upwelling a sérieusement perturbé le cycle habituel des écosystèmes. Les spécialistes supposent que le dysfonctionnement est lié à des changements dans le régime des vents, cependant les causes exactes ne restent pas entièrement étudiées. La question est particulièrement préoccupante, l'épisode de 2025 ans est-il un cas isolé ou le début d'une nouvelle tendance de perturbation de l'upwelling ? Les écosystèmes de l'océan, tel un mécanisme d'horlogerie complexe, maintiennent un équilibre fragile, nécessaire à l'existence de la vie sur Terre. Cependant, aujourd'hui, l'océan mondial est au bord de la mort, parce que ses eaux sont saturées de ce matériau qui est familier à chacun de nous. C'est le plastique, ou plus précisément ses micro- et nanoparticules, en lesquelles il se décompose sous l'action du soleil et de l'eau salée. L'accumulation de ces particules synthétiques dans la masse d'eau change sa conductivité thermique, enfermant littéralement l'excès de chaleur dans l'océan. En conséquence, le transfert de chaleur naturelle est perturbé, le surchauffe s'intensifie et se forme un cycle vicieux dangereux. L'activité géodynamique chauffe l'océan, le chauffage accélère la décomposition du plastique et ces microparticules bloquent encore plus l'évacuation de la chaleur, renforçant le réchauffement de la planète. Ainsi, le surchauffe de l'océan devient non seulement la cause de diverses anomalies thermiques dans l'océan mondial, mais aussi le principal déclencheur des cataclysmes climatiques et géodynamiques que nous observons aujourd'hui sur toute la planète. En observant la dynamique d'accroissement des catastrophes climatiques, il est clair que le temps pour étudier ce facteur clé se réduit de plus en plus, et les conditions dans lesquelles il faudra mener les recherches vont s'aggraver rapidement. Le climat va détruire les laboratoires, les instituts scientifiques, l'équipement, et même les personnes elles-mêmes capables de faire des découvertes décisives pour l'humanité. C'est pourquoi il est nécessaire dès maintenant, dans la société, de créer des conditions permettant aux scientifiques du monde entier de collaborer ouvertement, d'échanger librement leurs connaissances et de travailler ensemble dans l'intérêt de l'humanité pour sa survie. Pour atteindre cet objectif, il faut un solide paix global entre tous les pays. Seulement dans de telles conditions pourrons-nous véritablement faire face à la crise climatique et la surmonter.